Donc, bonsoir à tous. Donc, on est déjà à 18 h. Je suis live avec Frédéric Blais de la maison Quevedo, donc en direct de Porto. Je vais inviter tout le monde à se joindre à nous. N'hésitez pas à écrire sur le chat, à nous dire ce que vous buvez si vous êtes à l'heure de l'apéro. Il est 6 heures, donc c'est parfait. Moi, je me suis servi un verre du vin de Frédéric qu'on va déguster tout à l'heure, mais j'attends impatiemment de le déguster tantôt avec toi, Fred. Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Moi, c'est pas l'apéro, c'est la petite pilule avant d'aller dormir, là. Oui, c'est ça, pour les 4 heures de plus. 5 heures. 5 heures, OK. Ouais. Merci de te joindre à nous. Je suis vraiment contente de faire ce live-là avec toi. On en avait déjà discuté. Puis je trouve que tu as tellement à apporter parce que je trouve que ton histoire est fascinante. Euh, Merci. ouais. Donc, c'est sûr qu'au Québec, tu étais une des références dans les vins du Portugal, mais là, maintenant, tu nous as quittés. Donc, Ben, je continue quand même de travailler et de pousser sur les produits, surtout les portos, là. ouais, On en parlera peut-être un peu plus tantôt, là, mais ben, je absolument. trouve que il y a des beaux vins au Portugal, puis souvent, on est toujours dans le créneau. Ben, le Portugal, c'est un bon rapport qualité-prix. Il faut payer moins de 20 $, puis on a du plaisir, mais il Ouais. y a plein d'autres choses, puis ça bouge. C'est un des pays qui est des très bons vendeurs à la SAQ, Mhm. vraiment là, dans les rapports qualité-prix. Alors, qui qu'on a avec nous? J'ai vu Marc-Antoine, mon ami Marc-Antoine, Daniel Lafleur. Je pense qu'il y a aussi des amis à toi, Frédéric, Ça se peut, Éric. moi, j'ai pas Facebook pour pas voir les deux en même temps, là. Oui, c'est ça. Super. Donc, on va commencer dans quelques instants. Est-ce que tu étais déjà en train de prendre l'apéro? Toi, il est tard. T'avais-tu déjà... J'ai goûté les vins un peu plus tôt, là. J'ai fait un canard ce soir, puis j'ai testé mon vin avec le canard, puis aussi le blanc avec contact pelliculaire, qui est toujours intéressant d'avoir avec des plats un peu plus riches, là. Ça a bien Vraiment. fonctionné les deux. Ouais. C'est ça. En plus d'être un expert en vin du Portugal, t'es vraiment un cuisinier incroyable. Je peux en confirmer. Ouais, je m'amuse, là. Je m'amuse dans le vin, je m'amuse en cuisine, là. Oui, ça te me donner des conseils pour les accords mes vins. Ouais, avec plaisir. Donc, on va débuter. Donc, j'ai Frédéric avec moi de la maison Quevedo, en direct du Portugal à Porto. Donc, Fred, tu es un expat qui est rendu maintenant au Portugal. Ça fait quand même très longtemps que tu collectionnes les vins du Portugal, le Porto en particulier. Mhm. Tu as commencé à boire du Porto, je pense, là, à l'adolescence ou à collectionner le Porto vers 16 ans, là, à l'âge de 16 ans, qui est quand même très tôt. Puis on sait aussi que le Porto, ça a comme changé, c'est très populaire au niveau des baby boomers. Puis après ça, ça a été un peu moins populaire à cause que c'est très sucré, il y a beaucoup d'alcool. Puis il y avait une réputation plus ou moins bonne ici, peut-être au Québec, mais au niveau mondial aussi. Puis c'est revenu sur la map à cause des grands producteurs, entre autres comme la maison Nippert, avec qui tu as travaillé, avec qui tu as collaboré. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec le Porto, les vins du Portugal? Puis qu'est-ce qui t'a finalement donné le go pour déménager à temps plein au Portugal? OK, ben oui, quand j'ai eu ça. En 5 minutes. OK, 5 minutes, pas de chrono. Quand j'ai eu 16 ans ou autour de mes 16 ans, je me souviens qu'il y avait une soirée de Noël qu'on jouait toujours en famille au cribbage. Fait qu'à la fin de la soirée, je joue en équipe avec mon grand-père, puis dans son verre, il y a un peu de Porto, un Wars 1985. Puis je demande à mon grand-père, je peux-tu me tremper les lèvres? Puis il me dit, ben oui. Là, j'ai dit, Colin, c'est bon ça. Fait que là, j'ai demandé à mon oncle si je pouvais avoir un verre. Fait que là, j'ai eu 2 verres de Porto, donc j'ai eu mon petit premier mon petit premier Tipsy au Porto à 16 ans. Puis mon frère s'est toujours souvenu de ça. Puis quand j'ai eu mes 18 ans, il m'a acheté une bouteille de Porto, un Taylor's 10 ans. Puis depuis ce temps-là, ça m'a comme ramené les souvenirs de quand j'avais 16 ans. Puis là, j'ai commencé à dire, hey, j'aime vraiment ça, le Porto. Fait que là, je me suis acheté des livres. J'ai commencé à en acheter à la SAQ régulièrement, une fois par mois, une fois par 2 semaines, une fois par semaine, 2, 3 fois par semaine. Puis quand j'ai travaillé dans les fruits et légumes, j'ai un de mes amis, Martin, qui tripait sur le Porto lui aussi. Fait que là, on commençait à se rencontrer 2 à 3 fois par semaine. On écoutait le hockey avec une bonne bouteille de Porto. Wow. Jusqu'au moment où, quand j'avais 24 ans, peut-être, dans ces années, au cours de non, un petit peu avant, peut-être, mais
j'avais dégusté pas mal tout ce qui était disponible à la SAQ dans mon budget. Puis là, on s'est dit, moi, Martin, ben, il faut aller au Portugal. Fait qu'en 2004, on est parti au Portugal avec ma sœur et son copain. Le copain de ma sœur à l'époque, qui est encore son copain, est d'origine portugaise. Donc, il nous a fait en 2 semaines la grande tournée du Portugal. Puis là, j'ai commencé à dire, ben, le Douro, c'est magique, c'est beau. J'ai passé une seule journée, donc je dois y retourner. Puis là, je faisais rêver ma mère, ma tante, mes oncles. Donc, j'étais comme un peu le guide touristique pour la famille pendant quelques années. Jusqu'à temps que, en 2007, ben, j'ai l'opportunité de faire les vendanges puis de participer à l'équipe de vinification chez Newport. Puis il me Quand disait même, toujours, ben, de moins, rien de moins. rien de moins. Fait que j'avais envie de faire cette expérience-là. Fait que ça a été cool. C'est du travail. Quand tu travailles, quand il y a du raisin pendant 16 heures, ben, il faut que tu travailles pendant 16 heures. Donc, voilà. Puis là, ensuite, on me disait toujours, ben, si tu veux revenir l'an prochain, t'es le bienvenu. Donc, j'ai commencé à faire des 2 semaines de vacances de Montréal au Portugal, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'en deux. C'est un peu ta deuxième maison, le Portugal, Oui, finalement. ben, dans le fond, quand tu veux relaxer puis pas trop planifier, c'est une belle opportunité de retourner à la maison. Et puis, ça me fait penser à la maison dans le sens que les gens sont généreux, ils veulent partager, ça tripe vin. Fait je remplissais mes valises. Là, je revenais du Portugal avec 14 bouteilles de vin. Puis là, la femme aux douanes, elle me dit, je te crois même pas que tu es capable de remplir ta valise de 14 bouteilles. Disons que tu en as 8, puis je te fais payer pour 4 parce que tu es honnête. J'ai rendu qu'il te connaissait, il disait, si tu me donnes une bouteille de Porto, on va te laisser sans payer les taxes. Non, j'ai eu des bonnes puis des mauvaises expériences aux douanes, là, mais peut-être pour une autre discussion. Génial. Puis, ben, raconte-nous un peu, justement, là, ta rencontre avec Dirk, si je prononce comme il faut, Nipper, qui est en fait, c'est le directeur de la maison. Je sais pas c'est la combienième génération, mais c'est une entreprise familiale, une des maisons les fait que plus Newport, c'est la 5e aujourd'hui. Ben, la 6e est en cours de travail, là. Son fils Daniel commence à prendre le relève. Fait que de plus en plus, il délègue à Daniel. Fait que Daniel est responsable de toute la viticulture chez Newport au Portugal. Il va commencer plus à voyager en Amérique du Nord. Puis Dirk va se concentrer un peu plus sur l'Europe puis les nouveaux projets. Dirk, il a toujours cette manie-là d'avoir des idées puis de réaliser ses idées. Fait que là, il tripe couteau japonais. Ben, let's go. On fait une édition Newport de couteau japonais. Il tripe sur le thé. Ben, let's go. On trouve un bon endroit au Portugal pour faire du thé. Fait qu'il est toujours en train de lancer des nouveaux projets. Donc, ensuite, une fois que le projet est lancé, il délègue. Ben, j'ai commencé à parler peut-être par courriel avec Dirk autour des années 2002. Lorsque j'envoyais des questions à son directeur à l'époque. Puis là, le directeur a dit, ben toi, il faut que tu parles à Dirk parce que je suis pas capable de répondre à tes questions. De fil en aiguille, on se chattait par courriel. Puis on a essayé de se rencontrer à Montréal, au Portugal, puis ça n'a jamais fonctionné. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, ben, c'est en 2006, à la fin des vendanges de l'année 2006. Puis on a mangé ensemble, on a passé une belle soirée. Puis là, j'avais emmené des bouteilles, je me souviens, c'était du Henri Bonneau, puis du Philippe Charlepin à l'époque. Puis à la fin de la soirée, il avait mis les 2 verres de côté, des vins qu'il aimait beaucoup. Mais on commençait à avoir beaucoup de verres, comme 10 verres en face de nous. Puis ces verres de gauche commençaient à rentrer dans ma droite. Fait que j'ai fini son verre. Puis là, il me dit, ouais, toi, je t'aimais bien, mais je suis pas sûr qu'on va se revoir l'an prochain si tu commences à boire dans mes verres. Mais bon, on s'est revus. Donc, c'est devenu un mentor, un ami. Oui, c'est devenu un bon mentor, un bon ami aussi. Puis on a eu une connexion. Tous les deux, on tripe plein de choses. Je tripe thé comme lui. C'est un peu grâce à lui aussi que je suis assez profond aussi dans le thé. On passait des journées à faire de la photo dans le Douro ensemble. Ensuite, je l'ai invité à faire un genre de masterclass au Club Chasse-Pêche. Donc, on a fait une soirée avec ses vins, accords mes vins au Club Chasse-Pêche pour vraiment montrer aux gens que la cuisine française ou orientée française peut s'agencer avec les vins portugais. C'est pas juste des vins qui sont terreux, rustiques. On peut vraiment s'amuser. Puis ça m'a fait plaisir de faire découvrir ce vin-là. Puis même Hubert, à la fin de la soirée, il me dit Fred, je pensais pas que ça allait être aussi magique. Il m'a comme un peu laissé carte blanche. Là. J'ai choisi les vins, j'ai choisi les plats, on s'est assis. Puis ça a été vraiment une belle soirée. Puis je reçois encore des courriels de temps en temps des gens qui disent quand est-ce que tu refais ça? Quand est-ce que M. Newport vient à Montréal? Oui, tu étais un peu un ambassadeur des vins de Newport, mais aussi des vins du Portugal ici à Montréal. Oui, On est tous, comme on comprend ton choix d'être resté au Portugal. Ben, ça a commencé par le Porto, puis après ça, tu peux pas boire du Porto à tous les jours en tant que ça. Fait que pas le choix de goûter un peu au vin. Puis j'ai fait des belles découvertes au Portugal. Hein. C'est clair que c'est pas la France dans le sens que
surtout le Douro, on a fait du Porto pendant plus de 200 ans. Donc, il faut réapprendre à planter la vigne, à faire sa viticulture de façon adaptée pour faire, si on veut faire des vins plus frais, plus fins, un peu comme on fait en France. Mais encore là, aujourd'hui, comme n'importe quelle région, quand tu commences, tout ce que tu fais, c'est des vins riches, concentrés, boisés, parce que c'est facile à faire, puis tu n'as pas besoin de te poser la question comment faire ça. Puis c'est un peu ça qui se passe un peu partout dans le monde lorsqu'on commence un vignoble. Mais là, ça change au Portugal. Les gens commencent à comprendre que si on utilise moins de bois neuf, on est un peu moins dur sur les pigeages, on commence à aller chercher plus de pureté, plus de fraîcheur. Mais c'est pas encore la norme. Super. On a beaucoup de personnes qui te disent bonjour, qui se sont joints à nous. On a des gens d'Espagne ici. Cool. Merci tout le monde. Bonjour à tous, puis merci d'être à l'écoute. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Christine va faire le relais. On va garder une période de questions à la fin pour tout OK. Donc, super, on a fait le tour de ta bio un peu rapidement. Pour ceux qui se joignent à nous, je suis avec Frédéric Blais de la maison Quévedo, donc un Québécois qui est rendu maintenant à temps plein au Portugal. On va peut-être commencer avec ta sélection que tu nous as choisi ce soir de vins du Portugal. Ouais. Ils sont pas encore disponibles ici au Québec, mais éventuellement peut-être. Donc, le premier vin que je voulais parler, Quinta de Costa de Pignon, l'étiquette comme ça. L'étiquette est cool, hein? Normalement, on a un début puis une fin, mais ici, le début et la fin, c'est pas symétrique. Fait qu'on a la rivière du Pignon, en fait, qui est exprimée ici. C'est un tributaire du Douro. Pourquoi je veux parler de ce vin-là? J'en ai parlé quand même déjà à plusieurs importateurs, plusieurs agents. C'est pas facile de faire rentrer un vin portugais à 40-45 $ prix SEQ. Donc, ici, c'est autour de 28 28 €. Donc, ça reviendrait à 45-50 au Québec, là, à partir des portes des taxes. C'est un vin blanc, donc c'est un vin avec contact pelliculaire. Donc, c'est pas un vin orange, si on pourrait dire tel quel, mais c'est un vin qu'on fait pas juste une presse pour récupérer le liquide sans contact avec les peaux. Aujourd'hui, hein, on se promène dans les spectrums de mode. Hein. On a fait des vins traditionnels où est-ce que c'était de père en fils ou en fille qu'on passait les recettes, les traditions, tant à la vigne qu'au chai. Puis ensuite, on a commencé à dire, tout ce qui marche ou ce qui est le plus populaire, c'est les vins comme le Sauvignon blanc, des vins frais, acides, qui goûtent pas grand-chose, mais qui sont bons, qui vont bien avec la bouffe. Puis c'était la mode. Avant ça, on a eu les vins boisés, puis là, aujourd'hui, on est sur les vins acides. Puis là, il y a des gens qui commencent à se dire, pourquoi qu'on retourne pas aux années 40, 50 ou même avant ça, parce qu'on n'avait pas de presse pneumatique automatique. C'était fait à la main, à pied. Donc, c'est un peu ça le concept de dire que si on écrase les raisins avec nos pieds, on a un contact des peaux. Il y a des saveurs dans les peaux, il y a des couleurs dans les peaux, il y a des tanins dans les peaux de raisins blancs, comme dans les rouges, avec moins grande concentration. Mais si on va les chercher, on va chercher des saveurs qui vont faire que le vin est un peu plus plein, un peu plus riche, un peu plus complexe aussi, tant au nez qu'en bouche. Puis oui, il va avoir une teinte un peu plus ambrée. Puis le vin va avoir un potentiel de vieillissement différent aussi. Sa réaction face à l'oxygène en bouteille va être différente. Il va devenir comme un vin rouge. Plus il va évoluer, plus il va devenir fin. On a fait une expérience en 2008 chez Newport, justement, avec un type d'Afrique du Sud, Greg Hawkins, qui était... aujourd'hui, il fait les vins d'El Bandido. Puis c'était tellement drôle de voir Newport dire voyons donc, là, tu peux pas faire du vin blanc comme ça, c'est oxydé, c'est pas bon. Puis après 2 ans en barrique, pourquoi tu veux qu'on embouteille ça, c'est pas bon. Puis aujourd'hui, Newport, il garde précieusement les 15 bouteilles qui restent parce qu'à chaque fois qu'on en ouvre, c'est des belles émotions. C'est pour dire comment le vin blanc peut se comporter un peu comme un vin rouge si on le fait de la même façon. Donc, c'est un peu ça que je veux présenter. C'est un produit différent. Pour dire que dans le Douro, on fait pas juste du Porto, on n'est pas juste ancré dans les traditions, puis dans on fait du vin comme on fait du Porto. Puis en fait, c'est un accident, c'est pas un accident, mais le vigneron Miguel, qui s'appelle Miguel Moraes, c'est un ingénieur civil qui a décidé de reprendre les vignes de la famille pour faire du vin. Puis son néonologue consultant, c'est Luis Chiabra, que peut-être plusieurs ont entendu parler. Il a déjà travaillé chez Newport. Aujourd'hui, il fait du grand vin dans le Douro aussi. Et puis, il fait de la consultation. Donc, Miguel s'est dit, j'ai un bon vignoble, pourquoi je vendrais mes raisins si je peux faire du bon vin? Puis, comme il n'y a pas de presse, puis il n'y a pas d'argent pour faire de la presse, pour acheter une presse, il a décidé de faire son vin blanc avec
contact pelliculaire. Ça a été tellement un succès qu'il a répété depuis ce temps-là. Il n'y a pas besoin de s'acheter de presse. Donc, c'est un vin de vieille vigne, 80 à 90 ans, environ 450 mètres d'altitude. Donc, les nuits sont fraîches dans le Douro. On peut préserver une belle acidité. Le cépage, c'est pas super important. Il n'en parle pas. Le but, c'est j'ai une vieille vigne qui travaille en équipe. Exprimons cet esprit d'équipe-là. Bon, si je parle trop, tu m'interromps. Donc, je me sers un petit peu. On a Guinaël Rivel qui dit bonjour, Fred. Salut, Guinaël. Et aussi, qui a écrit un ouvrage sur le Porto aussi, entre autres. On a Isabelle Wagner, Daniel Lafleur. Ah, c'est vrai qu'il est très foncé, très ambré, le vin. Ouais, ben là, c'est un peu... c'est peut-être comme un savagnin non houillé comme couleur. Mais le vin est houillé. C'est vraiment juste au niveau de la vinification qu'on va faire un contact pelliculaire d'environ 5 jours avant de vider la cuve. C'est des cuves de ciment ouvertes avant de vider la cuve, puis mettre en barrique. Je pense que c'est des barriques de 500 litres, des barriques françaises qui sont pas des barriques neuves, mais je pourrais pas dire si c'est qui ont encore une petite influence, donc 3 à 5 ans. Moi, j'aime bien. Il y a des gens qui veulent juste des vins incisifs, super droits, très citronnés. Mais ici, c'est quelque chose de différent. On aime, on n'aime pas, mais si on est ouvert d'esprit, le vin a une belle richesse, c'est floral. On est sur des notes de coin, un peu d'abricot confit. Puis en bouche, il y a ce beau gras-là qui vient justement des textures qu'on extrait de la peau. Puis encore là, ça reste sur des notes mûres, mais c'est frais, c'est contrôlé, c'est pas surextrait, c'est pas surmûri. Puis bon, là, je sais que ces temps-ci, il y a des discussions qu'on parle trop de minéralité, mais j'aime bien, il y a une finale un peu saline là, qui retient les perceptions tactiles en fin de bouche que j'aime beaucoup. Donc, on peut parler d'un vin qui a une certaine minéralité même en fin. 12% d'alcool, ça reste frais, complexe, intense. Puis après ça, quand on parlait d'accord mais vin, moi j'aime beaucoup les vins avec contact pelliculaire, avec le porc farci. Donc, on se fait un beau filet de porc, on le coupe en deux, on fait une farce là, avec de la chapelure, du beurre, des fruits, du romarin. Des oignons caramélisés, on met ça au four, puis ça marche au bout avec ce vin-là. Fantastique. D'ailleurs, justement, en fait, j'adore les blancs du Portugal, d'Espagne, c'est des blancs qui sont très minérales. Puis on a quand même des terroirs très spécifiques, dépendamment des sous-régions du Portugal. On a de schiste, de granit, c'est des vins blancs qui sont très minéraux. Est-ce que tu trouves que dans la région du Douro, c'est pas assez mis en avant ou ça commence à l'être par rapport aux différents terroirs? C'est sûr que le Douro a un terroir hyper complexe. Hein. Le sol, c'est un sol majoritairement de schiste. Là, je suis en train d'écrire un article justement pour Quevedo sur les sols parce que on a un problème en anglais. En portugais, schisto peut se traduire en anglais par schiste. Mais le mot en anglais schiste, c'est pas vraiment le schiste qui est dans le Douro. Fait qu'on va essayer de corriger. Fait que c'est en portugais ou en français, on dirait que c'est un schiste argileux. Donc, c'est dans les premières étapes des pierres qu'on avait appelées métamorphiques. Donc, avec le Douro, c'est du schiste. Donc, c'est de la boue d'argile qui a été compressée avec les sédiments pour faire des strates. Puis avec un changement de... Aujourd'hui, le schiste, il y a un changement d'orientation, ce qui est hyper important dans le Douro, ce qui fait qu'avec les pressions géologiques, il est plus à l'horizontale, il est légèrement à la verticale, ce qui permet à l'eau de pénétrer, puis aux racines de pénétrer. S'il n'y avait pas ça, l'eau rentrerait pas, le vignoble étoufferait sous l'eau, puis en été, on n'aurait pas justement les racines qui pourraient pénétrer à travers les rangées ou les épaisseurs de schiste pour aller chercher l'eau dans les nappes phréatiques. Parce qu'en dessous d'environ 10 mètres de schiste, tu as un sous-sol de granit qui retient l'eau parce que le granit est imperméable. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, les gens gardaient les vieilles vignes dans le Douro parce que la vieille vigne a la mémoire, un peu comme les éléphants dans le désert. Ils savent où aller chercher l'eau dans les périodes de stress puis pour survivre. Puis là, justement, avec les changements climatiques, tu le vois dans le Douro en 2018, il y a eu une semaine de chaleur intense, 45 à 48 degrés Celsius, puis toutes les jeunes vignes se sont desséchées. Là. Les feuilles sont tournées au brun en milieu du mois d'août, alors que les parcelles de vieilles vignes ont super bien résisté. OK. Vraiment intéressant. Justement, la plupart des maisons de vin au Portugal, bon, il y en a qui font du Porto, blanc, rouge, mais ils ont énormément de cuvées.
Justement, ça serait parce que les terroirs sont tellement complexes qu'à un moment donné, ils font des barriques différentes, des cuvées spécifiques pour refléter Quand les... on parle de Porto, il y a Newport qui a toujours des nouvelles idées. Fait que Newport, je pense qu'il y a comme 130 différentes Ah, étiquettes. Fait que, mais après ça, les Porto, je pense que c'est les styles qui se sont développés à travers le temps. Euh, le Porto, c'est un vin de négoce, hein, comme Bordeaux. Fait que le style qu'on créait, c'est le style que le marché demandait. Les premiers styles de vin qu'on a fait avec le vignoble du Porto, du Douro, en fait, le Porto est né à Viana de Castelo, un peu au nord, dans la région du Vinho Verde, mais les Anglais n'aimaient pas le style de vin rouge du Vinho Verde qui est trop acide, trop riche. Puis moi, je suis pas capable de boire ça. Fait qu'ensuite, ils sont allés au sud à Porto, puis là, ils ont vu que les vins du Douro, il y avait un potentiel pour compétitionner les vins où il y avait une part de marché sur le marché anglais. Fait qu'on a commencé par ça, mais c'est un vin sec. C'est un vin sec qui tolérait pas trop le voyage. Hein. À partir de Porto jusqu'à Londres, à l'époque, c'était 2 mois de bateau. Donc, le vin tournait un peu. C'est là qu'ils ont commencé à ajouter de l'alcool au vin sec pour l'aider à survivre au voyage. Puis ensuite, il y a eu une année, autour des années 1810-1812, qu'il y a eu du sucre résiduel qui n'a pas été complètement fermenté. Donc, en ajoutant l'alcool, on avait un vin qui n'était pas fortifié encore là, mais on avait un vin qui avait un sucre résiduel qui balançait un peu plus l'alcool. Puis c'est là que les Anglais ont commencé à dire « Hey, ça, on aime ça ». En plus de la guerre avec Napoléon qui a dit vous êtes en guerre avec nous, c'est fini les vins français. Donc les Anglais n'avaient pas le choix d'en boire. Puis c'est là que le Porto a commencé à être de plus en plus sucré, avec soit en ajoutant du jus, du sucre, jusqu'à temps que la dernière personne qui se battait pour les vins secs est décédée dans un accident de bateau. Fait qu'on n'a plus jamais entendu parler du vin sec de la région du Douro. C'est quand Donc même... après ça, pour Porto, on pourrait en parler pendant longtemps. Pour en arriver au cuvée, Oui. à l'époque, tout ce qu'on vendait, c'était du vintage, du vin de l'année. Un peu comme à Bordeaux, hein, on vend du vin de l'année 1850 ou 1855. Puis on essayait de faire le meilleur vin possible. Ensuite, ce qu'on vendait pas, on le gardait en stock. Ce qu'on gardait en stock, après quelques années, il n'était pas aussi frais ou n'était pas aussi vif ou concentré. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On le vendait, il y a eu ce qu'on appelait du vintage late bottle, où on pouvait faire des assemblages, qui est devenu par après les catégories Tawny ou Colheita aussi. Colheita qui est le mot portugais pour dire millésime. Donc, on vendait des vins du millésime, mettons 1927, mais embouteillés en 1950, parce qu'on n'a pas vendu tous les vintages de l'année 1927. Il y a des événements comme la Grande Dépression des années 30 qui a fait que il y a beaucoup de Porto qui n'a pas été vendu. Puis c'est là un peu aussi qu'on commence à faire des expériences, des mélanges. Mais le Porto, c'est quand même assez récent. Toutes les catégories Tawny, Late Bottle Vintage qu'on connaît, ça a été créé dans les années 60. Là. C'est-à-dire, légalement, le cadre légal a été créé dans ces années-là. Mais avant ça, il fallait savoir les marques. C'était par exemple, le Wars Sir William, c'était leur cuvée 10 ans. Mais si tu le savais pas, tu peux pas savoir que c'était un Porto 10 ans. Donc, il faut retenir le nom du blanc que tu nous as sélectionné, donc Costa Pina, le domaine. Oui, donc c'est la Quinta, donc la ferme ou le domaine, da Costa do Pinhão. C'est comme ça qu'on le prononce, là, mais pignon, c'est le pain, le pignon, la noix de pain. Donc, par exemple, c'est la noix de pignon. OK. Tu dois commencer à être pas pire avec ton portugais après. Ça avance, là. Je suis pas encore parfait. Je suis quelqu'un qui aime ça apprendre en pratiquant, puis là, avec le COVID, on pratique pas beaucoup. J'imagine. Donc, on va passer au prochain vin, qui est un vin que tu as fait. Donc, tu t'es lancé dans l'élaboration des vins depuis quand, en fait? Est-ce que tu as toujours rêvé de faire tes propres vins, tes propres cuvées? J'ai jamais rêvé de faire mon vin. Ça a commencé en 2012. Fait qu'en 2012, mon père est décédé. Puis, j'ai demandé à Dirk si on pouvait faire une cuvée hommage en mémoire pour garder pour la famille. Fait une barrique que je lui achèterais puis que j'embouteillerais, je ferais venir au Québec. Puis là, on commence à déguster quelques barriques en cave. Puis on pourrait dire, OK, on pourrait prendre ça. Parfait, on y va, j'aime ça. Fait que là, l'année d'après, je reviens pour faire mon assemblage, puis la barrique a disparu. Je dis, hey, Dirk, c'est à moi, ça. Fait que là, finalement, il me propose d'autres vins, puis les vins ont encore disparu. C'est un peu comme ça. Hein. Quand t'es pas toujours devant eux pour leur rappeler, des fois, ils oublient. Puis moi, je comprends, c'est une personne bien occupée qui a bien les demandes. Donc, en 2013, j'ai proposé d'abord de faire un vin.
Encore là, le but, c'est de faire un millésime, le fun pour moi, la famille, quelque chose de sérieux. Puis lui, il m'a dit, ben, OK, je suis d'accord qu'on en fait un, mais ensuite, j'aimerais ça que tu fasses un vin pour toi à chaque année, un vin qui te représente plus, quelqu'un qui est jovial, qui parle, puis nanana. Fait que là, je lui ai dit, ben, à l'école, au secondaire, on disait que je parlais trop. Là, peut-être que tu vas me dire que je parle trop. Mais mon surnom, c'était Blabla Blais, parce que mon nom de famille, c'est Blais. Fait que là, j'ai dit à Dirk, je dis, pourquoi qu'on fait pas Blabla Blais, le vin qui parle, The Wine That Talks. Là, c'est la première fois que je vois Dirk sortir son calepin, il a mis ça sur papier, puis il dit, c'est bon, on y va. Fait que là, je dis, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, je me suis assis avec lui, son winemaker à l'époque qui était Carlos Raposo. Là, j'ai donné l'idée qu'il y avait une parcelle d'environ 1/3 d'hectare au bout de la Quinta qui était différente, mais qui faisait rien pour l'exprimer. Fait que je lui ai demandé si on pouvait l'exprimer dans mon vin. Donc, c'est une parcelle de pied franc. Donc, aujourd'hui, on fait la greffe de toutes les racines avec la vigne pour avoir la vigne européenne. Donc, un porte-greffe américain. Puis eux autres, en 1987, ils ont fait l'expérience de pas greffer pour voir comment le vignoble allait réagir, si ça pouvait fonctionner. Mais ils n'ont jamais vraiment essayé de comprendre qu'est-ce que le vignoble donnait. Donc, ça a été le premier vin pied franc, premier vin sec de pied franc du Douro, en fait. Puis c'est ça qui est dans l'air. Génial! Mais j'ai réussi, c'est un miracle que j'ai réussi à avoir une bouteille ici à Montréal. Ton vin, merci à Patrick Ayotte, d'ailleurs, dans mon verre, qui m'a vendu une bouteille, parce que ça vient en caisse de 3, si je me trompe pas. Ouais. Puis il y a vraiment une petite quantité qui est arrivée ici au Québec avec l'agence Alivin. Mais tu gardes presque toutes les bouteilles pour le Portugal et on te comprend, là, je pense. Ben non, ça fait longtemps que j'en parle. J'ai commencé en 2013. Puis depuis, moi, je pensais jamais que ça allait prendre 8 ans avant de pouvoir commercialiser une bouteille. Fait que c'est un peu des retards. Là. Je vais pas commencer à pointer du doigt, mais en tout cas, il y a eu plusieurs petits retards. Le COVID aussi est rentré dans l'équation. Mais ça fait 5 ans, 6 ans que je dis à mes amis, ça arrive bientôt. Puis là, pour me faire dire, ah, mais on a oublié de faire ça. S'il y a personne qui s'en est occupé, ça peut pas marcher. Bon, on recommence. Donc, j'avais pris des commandes l'an dernier, puis je pense que j'avais récupéré pour 550 bouteilles là, de gens qui en voulaient. Mais l'agent a décidé de commander seulement 300 bouteilles. Donc, c'est un peu pour ça qu'il y a eu plus de demandes que d'offres. C'est pas moi qui voulais en garder plus. Donc, j'ai encore... Mais là, je me suis gardé 100 bouteilles, donc 30 bouteilles de chaque. Mais il reste encore quelques bouteilles de 2015 là, dans les entrepôts de Newport. Donc, là, en ce moment, la SEQ a un blocage de tout ce qui est importation privée. Donc, c'est impossible de les envoyer, mais dès que les portes ouvrent, on va essayer d'en envoyer un petit peu. Là. Bon, mais génial, on prend ça en note. Donc, je vais montrer. Donc, le 2015, le même qu'on déguste. Donc, le Blabla 2015, que je déguste en direct pour la première fois. Je suis vraiment très, très hâte. La couleur est magnifique. La couleur est magnifique. Légèrement rouge framboise, hein. Un peu. Ouais, ben, c'est un peu pour les gens qui voient pas trop, là, ça ressemble un peu à de la Bourgogne, hein, je pense un pinot un peu légèrement plus ou moins saturé pour un pinot, mais c'est assez translucide, un beau rubis clair. Le but, justement, c'est quand j'ai commencé à faire le vin, j'ai pas étudié la viticulture, l'onéologie. Moi, je dis, Frédéric, va dans les vignes, goûte le raisin, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses, puis on va s'assurer de faire le vin. Donc, en 2013, ma première expérience, j'ai été aidé, j'ai été guidé, mais 2015, c'est la première année que j'ai tout fait. Donc, c'est moi qui ai décidé la date de vendange, la vinification, j'ai tout fait sans aide, j'ai tout trié à la main aussi. Mais le but, c'est d'accompagner la vigne dans son expression, puis je trouvais que la vigne de Pied-Franc Newport avait une fraîcheur, une élégance, un côté floral qui était plus distinct que les autres parcelles. Donc, on a essayé d'y aller en douceur. Les raisins étaient en santé, fait qu'on a gardé toute la rafle, donc ce qu'on appelle la grappe entière. Donc, on a tout mis dans une cuve. J'ai embarqué dans la cuve, j'ai pigé avec mes pieds doucement pour aller mettre le liquide au-dessus de la grappe pour l'isoler de l'oxygène et de l'extérieur pour pas que ça pourrit. Puis tranquillement, la fermentation a commencé. Ce qui fait que tu as un mélange de jus qui va fermenter puis de baies qui vont fermenter à l'intérieur de la pellicule, donc intracellulaire. Donc, juste avec le petit peu d'oxygène qui se trouve dans la baie, puis ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec de la carbonique, mais sans avoir l'ajout de gaz ou pousser tout dans une carbonique. Donc, il y a un beau côté fruité, puis un côté sauvage qui vient de la rafle, puis justement du style du Douro. Oui, vraiment, mais justement, je m'attendais pas à ça, à ce que ça soit autant floral, fruité, sans côté confit un peu, normalement des rouges du Portugal.
Ben, c'est comme je te disais, il y a moyen de tout faire si tu veux le faire. Donc, si tu veux faire un vin à 12%, ben, tu peux organiser ta viticulture pour récolter ton raisin mûr à 12% d'alcool. C'est possible. Mais il faut vouloir. Donc, faut pas ajouter trop d'engrais à ta vigne parce que sinon, elle va trop produire. Puis la maturité va arriver trop tard. Donc, tes raisins vont avoir plus de sucre. Donc, c'est une question de contrôle et d'équilibre. Puis une chose qu'on fait aujourd'hui que, ben, encore là, je suis pas anéologue, mais je suis pas viticulteur, mais je suis pas d'accord, c'est que les gens jugent trop la maturité des raisins en se basant sur les pépins. Si les pépins sont mûrs, le raisin est mûr. Mais le pépin n'apporte rien en termes de saveur, de structure, absolument rien. Tu veux pas les écraser, tu les veux pas, les pépins. Donc, pourquoi tu les considères dans ton évaluation de ta récolte? Puis ça, c'est une grande erreur, à mon avis, qu'on fait aujourd'hui si on veut récolter des vins ou des raisins à 12%. OK. Cette obsession de la maturité phénolique parfaite, je trouve que c'est une erreur si on veut avoir des vins frais et élégants. Et il y a combien de cépages dans cette cuvée-là? Ben, la vérité, c'est que je ne le sais pas. Mais je pense que il y en a 5. Là. De ce que j'ai compris, même Dirk ne le sait pas. Là. Il me dit, j'ai planté 187. Puis c'était à l'époque pour faire du Porto, mais bon. Fait que je pense qu'il y a une dominance de Tinta Roriz, Tinto Liga Franca, Tinta Barroca. Il y a peut-être un peu de Suzanne, puis de Tinto Caon, puis de Touriga Nacional, mais je peux pas te dire les pourcentages. Là. Sur la table de tri, je suis capable d'en identifier un peu, mais je peux pas te dire tout. C'est très frais, en tout cas. Ça me surprend à tous les niveaux. Là. C'est croquant, c'est frais. Il y a même des notes de fruits, de petits fruits, en fait. Là. Il y a la fraise, la framboise. Mais vraiment, la fraîcheur, l'acidité est quand même beaucoup plus élevée que certains vins rouges avec plus d'alcool, entre autres. On est habitué Ben, si on récolte un peu plus tôt, on va avoir plus d'acidité, mais sans tomber dans des rouges, des fois, qui ont des saveurs d'agrumes. Fait qu'on tombe pas dans l'acide tartrique qui est trop présente. Moi, encore là, c'est mon intuition, là, comme je le dis, je suis pas un expert de la vigne, mais j'ai l'impression de ce que je vois que le pied franc croît mieux. Hein, c'est un peu comme si tu greffes un bras d'un humain sur un autre humain. Il va être capable de le faire fonctionner, l'autre bras, mais ça sera pas aussi fluide, aussi de la même façon. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de nœud sur les vignes de pied franc. Fait que, où est-ce qu'il y a la greffe? Donc, la sève passe mieux, ce qui fait que la vigne semble mûrir plus rapidement. Puis plus tu récoltes tôt, plus tu peux préserver cette acidité-là parce que les acidités tombent rapidement dans le Douro avec des journées de 30-35 degrés là, fin août, début septembre. Donc, ces raisins-là ont été récoltés mi-août. C'est toujours les premières vignes à être récoltées dès que les gens reviennent de vacances mi-août. OK. Est-ce que tu as fait des magnums? Non, j'avais pas la possibilité. Tu sais, j'allais là pour mes vacances, 2 semaines, 1 mois. Je récoltais les raisins, je faisais la vinif, puis une fois que c'était en barrique, j'avais plus trop de décisions. J'aurais pu demander de faire des magnums, mais aussi c'était pas des grosses quantités. Là, on faisait une barrique par année, des fois on faisait 2. En 2015, j'ai fait 2 barriques, on a eu un peu plus. OK, mais ça se voit vraiment tout ça. C'est bon, hein? Les tanins non plus, les tanins n'accrochent pas. Ça, c'est vraiment le glou-glou, comme on dit. Ben, ce que les gens me disent, puis je pense que je suis assez d'accord, c'est que c'est un vin de soif sérieux. Ouais. Puis je pense que 2015, ça va encore vieillir une bonne dizaine d'années avant d'atteindre son plateau là, de soyesse. Est-ce que tu as filtré ou les gens? Oui, ils ont filtré. Je pourrais pas te dire là, de quel niveau, mais c'est assez intéressant quand tu dégustes 13, parce que j'ai fait 13, 14, 15 là, qui sont arrivés au Québec. Quand tu dégustes 13, 14, 15 côte à côte, tu vois que le 14 a été moins filtré. La couleur est plus profonde, puis il y a beaucoup plus de dépôts dans la bouteille, alors qu'en 13 et 15, il n'y a pas beaucoup de dépôts. Là, je ne sais pas s'ils ont encore l'information justement de tout ce qui a été fait pour l'embouteillage, mais c'est clair qu'il y a un peu de filtration. OK. Donc, toi, tu as participé à la vendange, mais tout ce qui est vinification, t'étais pas vraiment là. Ben, dans le fond, tout ce qui est élevage. C'est-à-dire que le moment que le vin est en barrique, je suis plus au Portugal, donc je fais pas le houillage. C'est pas moi qui fais ce qu'on appelle en anglais le racking, là, donc délester la barrique pour la remplir, là, pour justement. Ça, c'est une autre chose aussi que ils ont peut-être fait le même filtrage, mais peut-être qu'en 2014, ils ont fait un délestage de moins, donc il y a plus de sédiments qui se retrouvent dans le vin. OK, super. Vraiment contente, bravo. Donc, tu as fait 4 millésimes avec Newport. J'en ai fait 13, 14, 15. OK. Puis après ça, j'ai vinifié aussi 17, 18, 19.
Mais encore là, pour des histoires d'internes, là, ça n'a pas été embouteillé. OK. Puis, je voulais en parler tout à l'heure, mais on va en parler maintenant. C'est quoi tu me disais que tu avais d'autres projets, que tu allais faire d'autres collaborations. C'est quoi tes prochaines, tes Fait que prochains... là, les prochaines étapes, c'est avec Carlos Raposo, justement avec lui que j'ai fait la première cuvée chez Newport en 2013. Je l'ai contacté en 2020, donc l'an dernier, pour dire, regarde, avec le COVID, Newport, c'est pas possible. Puis ça a tellement été compliqué de faire le blablabla pour 150 bouteilles, puis je fais pas d'argent. Là. Quand je vends une bouteille à la SQ, je fais 2,35 $. C'est pour vous dire. Ça paye pas le billet d'avion. Mais bon, fait que là, j'ai parlé à Carlos pour faire un vin un peu dans le même esprit, dans le même style. Donc, un vin sérieux, mais qui est facile à boire, puis avec un beau potentiel de garde. Mais Carlos, aujourd'hui, est basé dans la région du Down, donc juste au sud du Douro, sur des terres qui sont granitiques, donc des hauts plateaux granitiques, plutôt que des montagnes de schiste. Puis j'ai demandé à Carlos si je pouvais acheter des raisins pour faire mon vin. Donc, les raisins ont été achetés, mais en raison du COVID, j'ai pas pu faire la vinification. Donc, à distance, j'ai dit à Carlos, voici le style que je veux faire, voici le genre de vinif que je veux faire. Puis, on a un peu la même vision. C'est pour ça que c'est facile de travailler avec lui. Là, je peux vous dire que ça va s'appeler La Ligne, en un seul mot, La Ligne. Puis, le premier millésime, ça va être 2019. Donc, Carlos m'a offert de venir sélectionner. Il m'a offert 4 cuves. J'en ai sélectionné 3. On a fait un assemblage. Là, on va décider, la semaine prochaine, je le rencontre pour savoir si on fait l'embouteillage au mois de juin ou après les vendanges, c'est-à-dire au mois de novembre. Ça va être un assemblage de 3 cépages de vignes centenaires du Down. Donc, Touriga Nacional, Jain, qui est le même cépage que le Mencia, un peu comme Tempranillo et Tinta Roriz. Ouais. Puis, un peu de donc, Touriga Nacional, Jain, puis Alfuchero. OK. Super intéressant. Hâte de découvrir ça. C'est quoi le troisième vin, en fait, que tu as avec nous à nous... Attends, j'ai juste un verre, fait que je vais prendre ma petite pilule. Puis après ça, on va passer aux questions. Il y en a beaucoup. Donc, le dernier vin que je voulais vous parler, c'est un Colheita de Quevedo, Colheita 94. Quevedo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui soit qui nous écoutent ou qui me connaissent, qui pensaient toujours que j'allais finir chez Newport. Mais finalement, c'est vrai. En 2019, j'ai décidé de quitter ma job. Ça marche. Une belle job que j'ai commencé, ça allait bien. Puis là, finalement, la compagnie a changé de direction, puis ça m'a impacté beaucoup. Puis là, je dis, je vais pas travailler pour un con pour des cons. Fait que finalement, j'ai décidé de prendre mes clics puis mes claques, aller chez Newport comme d'habitude, prendre 2 semaines, me relaxer, me changer la tête, changer les idées. Puis en 2019, j'ai fait ma dernière cuvée blablabla, justement, qui n'a pas été bien occupée en barrique, donc c'est pour ça qu'on l'embouteillera pas. Mais après 2 semaines, j'ai dit à Dirk, je dis bon, là mes piles sont rechargées, est-ce que je peux travailler? Fait que là, il me dit cette année, c'est pas possible parce que tu peux rester autant, t'es toujours le bienvenu, t'es toujours un ami, mais c'est pas parce qu'il y a une transition chez Newport, puis c'est normal, il commence à arriver au 21e siècle, de mettre de la sécurité en place. Donc, si j'ai pas de permis de travail, j'ai pas d'assurance, tout. Donc, ils peuvent pas se permettre d'avoir un accident de travail avec un vacancier. Je suis pas supposé travailler, je suis pas supposé me blesser. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont dit à partir de cette année, seulement les employés, seulement les stagiaires vont occuper un poste de travail chez Newport. C'est comme ça partout dans le monde. Fait que j'ai pas de regrets, j'ai pas d'amertume. Et donc là, j'ai commencé à envoyer des courriels à des amis, d'autres producteurs pour dire s'il y a quelqu'un qui veut m'accueillir, je peux faire les visites, la bouffe, les médias sociaux et tout. Là, je reçois un courriel de Quevedo qui moi, j'avais mis dans mon courriel, je peux faire soit ça, ou ça, ou ça. Et Quevedo a répondu oui, et oui, et oui, et oui. Donc, je me suis retrouvé chez Quevedo à faire les visites durant le jour, les médias sociaux, partie de l'équipe de vinification, puis j'étais le cook pour le double chiffre le soir. Donc, ça faisait des belles journées remplies, mais c'était le fun. Puis à la fin de ce bénévolat, ils m'ont donné un emploi plus 1 000 $ en vin gratuit. Donc, c'est assez cool. Mon Dieu, il te connaissait bien, en fait. Il savait que... J'ai quand même connu Oscar, je le connaissais, Oscar qui est mon patron, je le connaissais depuis 2010, on s'est rencontrés. On a toujours eu une belle connexion, puis à chaque fois qu'on se croisait, Frédéric, viens-t'en, on s'en va luncher. Donc on se voyait une fois par année ou 2 ans, puis on faisait des petits trucs ensemble quand même. Puis on avait essayé de travailler ensemble autour de 2015-2016, puis ça n'avait pas fonctionné, puis là, ça fonctionne.
Génial. Donc, c'est Donc, un son Porto, Coletta, c'est ça, de 94? OK. 94, qui est le deuxième millésime qu'ils ont mis en barrique. Pourquoi j'aime beaucoup Quevedo? Ben, un peu comme Newport, ils n'ont pas peur d'expérimenter, faire des choses différentes, puis ils ont leur style. Ils sont pas des moutons qui vont dire ben, le Porto, c'est comme ça que c'est fait partout, ben, c'est comme ça qu'on va le faire. Ils ont à cœur leur famille, leur histoire, leur vignoble. Donc, traditionnellement, le grand-père faisait un élevage différent de ce qu'on fait à Villanova de Gaia ou ce qu'on fait dans le Douro. Il était conscient de la réalité du Douro dans le sens qu'il fait plus chaud en été, il fait plus froid en hiver. Mhm. Ça stresse le vin. Il faut faire quelque chose de différent que les autres pour garder le vin plus frais. Fait qu'ils ont construit leur vignoble principal puis leur quinta, donc leur installation de vinification à 650 mètres, une des plus hautes montagnes du Douro. Donc, ça reste frais, ça fait diminuer les impacts, surtout durant l'été, de la température. Puis, ils n'ont pas peur de faire vieillir les portos dans différents types de bois, différentes grandeurs, différentes formes. Ce qui fait qu'en bout de ligne, quand tu n'as pas des millions de litres comme les Taylors, les Grahams, pour faire un assemblage parfait à partir de tout le même genre de barrique qu'on appelle la pipa, ben, tu peux justement faire un assemblage plus complexe avec différentes personnalités, différentes barriques. C'est ça qui est intéressant chez Quevedo. Ça donne un style plus jeune. Je pense que pour un Collietta 94, c'est un échantillon qui vient de la barrique. On va embouteiller bientôt là, un nouvel assemblage. Puis on va donner ça cette semaine. Moi, j'aime beaucoup. C'est plus jeune, donc c'est plus fruité, c'est plus riche, c'est plus concentré. Mais ce que la plupart des portos élevés dans le Douro ont pas, c'est de la fraîcheur, de l'acidité. Puis justement, avec cet élevage qui est fait de façon différente chez Quevedo, on est capable de préserver une fraîcheur. On n'a pas l'acidité des vins qu'on va élever à Villanova de Gaia, mais quand même, on a une belle acidité. Parce qu'eux autres, ils ont des vignobles en altitude, puis ils sélectionnent des vignobles en altitude pour faire les Collietta, alors que les vignobles un peu plus bas, qui ont plus de maturité, vont aller pour les vintage. Fait que pour les vintage, on cherche la concentration, la richesse, alors que pour les Collietta, avec l'âge, c'est important d'avoir de la fraîcheur, l'acidité, parce que les vins comme les Collietta vieillissent en barrique, donc il y a cette évaporation-là qui vont tout concentrer. Donc, si tu concentres tout, mais tu n'as pas une belle base d'acidité qui continue de se concentrer, alors que les sucres et les saveurs se concentrent, ben, ton vin va rester mou, puis il va être plate. Donc, c'est comme ça c'est ça leur technique, leur petit secret pour faire des vins qui restent intéressants. Génial. Donc, Quevedo, à noter aussi qu'il n'est pas encore disponible au Québec, mais qui va peut-être l'être bientôt. Ben là, je veux pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. On a un importateur, un agent qui est avec Alexandre Saint-Pierre, donc vinicolore. Aujourd'hui, on a placé des commandes à la SEQ. La SEQ est super intéressée par Quevedo. L'Esprit fait 25% de leur vignoble est en organique, donc il y a peu de portos organiques de qualité sur le marché. Puis la SEQ aujourd'hui est super avare de produits organiques bio. Donc on a bidé sur 2 offres en blanc et en rouge de vin sec organique. On va essayer aussi d'avoir un rosé organique en 2022, peut-être au Québec. Puis la SAQ a ouvert la porte à 2 portos. Donc un porto blanc 10 ans, qui va être une exclusivité pour le Québec, si c'est accepté. Puis le Collietta 92, qui est notre premier Collietta, qui va faire un Collietta de 30 ans l'an prochain. Donc c'est intéressant pour ça. Et là, c'est le Collietta 94. Donc des belles saveurs de marmelade, là, de fruits confits, un peu de bois de santal. Donc, tu sens que le vin a vu des vieux foutres, du vieux bois. On est sur les épices aussi, la confiture de fruits, comme la figue, les fruits qui ont cuit au soleil. Wow. On a l'impression de le déguster avec toi. Puis en bouche, ouais, justement, là, c'est un peu capiteux. On a une belle intensité chaleureuse sur les notes de cannelle, de crème brûlée, beaucoup de crème brûlée, ouais. Puis c'est long. Il y a une belle longueur là, sur des belles notes racoleuses de crème brûlée, là, puis de crème fraîche. Pour moi, c'est ça qui est. Si je peux juste terminer là-dessus avant les questions. Le Porto était un peu abandonné au Québec, alors qu'il n'a pas été du tout abandonné ou presque pas dans le monde. Je pense qu'il y a eu des conjonctures de tête enflée à la SEQ, de mauvais produits qui ont été poussés pour des mauvaises raisons, ce qui fait que les gens se sont tannés rapidement du Cabral, là, pour le dire. Puis aujourd'hui, avec des mauvaises décisions à la SEQ, ça a tué les catégories. On avait des étalages. Là. Moi, quand j'allais à la SEQ, là, j'avais un mur de 10 mètres, presque par 2 mètres de hauteur de Porto. Il y avait de la sélection, il y avait du choix.
Mais c'est sûr que si tu gères tous tes produits, toutes tes catégories de la même façon, c'est pas toutes les catégories qui peuvent être gérées de cette façon-là. Donc, le Porto a été un peu sacrifié. Un exemple facile pour démontrer ça, ben, Newport avait un super Porto, le Newport Junior. La SEQ en vendait 50 000 bouteilles par année. Mais là, la SEQ a dit, si tu veux être un produit régulier listé, ben, c'est 150 000 bouteilles par année que tu dois vendre. 200, je sais pas. Mais Newport a simplement dit, regardez, je fais même pas 200 000 bouteilles d'embouteillage, comment je peux fournir 200 bouteilles? Ben, désolé, on déliste votre produit. Donc, il y a eu un peu de ça, là, les fameux quotas de la SEQ, les budgets promotionnels. C'est une business, mais ça explique pourquoi qu'aujourd'hui, il y a un intérêt qui est beaucoup diminué au Québec, alors que partout dans le monde, là, tout ce qui est produits de spécialité, donc les Collietta, les vintage, les LPV de qualité, c'est en forte croissance. Là. J'ai vu les chiffres, là, il y a des pays comme la Norvège qu'on est en croissance de 20% de vente par rapport à 2019, par rapport à 2018. Donc, il y a des pays que ça va bien. Là. En général, le Porto a cru de 4% entre 2019 et 2018. C'est des bonnes nouvelles, c'est génial. Ouais, non, le Porto de qualité va bien. Le Porto de volume qui était consommé par les baby boomers, ça va un petit peu moins bien. C'est ça qu'il va falloir réussir à s'adapter dans le Douro, être capable de dire ben, les volumes qu'on vendait en Porto cheap, est-ce qu'on est capable de faire du 20 tables de qualité ou de dire ben, on sacrifie un peu la quantité pour faire plus de qualité pour justement redorer l'image de la marque, de l'appellation. Puis, au niveau des accords avec un Porto comme celui que tu nous suggères, tu prendrais quoi avec ça? Est-ce que ce serait uniquement du dessert ou du fromage ou autre chose, un plat un petit peu plus? Tu peux faire des entrées. Moi, j'aime beaucoup, là, j'ai eu malheureusement, le restaurant n'existe plus, les Trois Petits Bouchons sur la rue Saint-Denis. Ils faisaient ce qu'on appelle les dattes surprises, donc une belle grosse date medjool farcie au fromage de chèvre avec, moi, je mets une tranche de poire puis un brin d'estragon. Puis juste ça, enrobé de prosciutto vieilli, ça fonctionne super bien. Eux autres avaient la friture, là, ils l'enrobaient d'un genre de friture, puis ils deep fried ça, puis c'était super bon. Ça fonctionne bien. C'est sûr, les fromages, c'est un classique. Moi, je trouve que ça irait tellement bien avec un bon gâteau carotte maison. Tu sais, ce qu'on appelle les allspice, c'est-à-dire les 5 épices, là, le clou de girofle, la cannelle, je mélange entre mon anglais et mon français, mais un bon gâteau carotte maison, une tarte à crème pâtissière aussi au pécan, sans que ça soit trop sucré, parce que le sucre avec le sucre, des fois, ça peut devenir un peu agaçant, mais... Et Porto chocolat, est-ce que toi, tu aimes ça ou pas vraiment? Moi, j'aime ça, mais encore là, chocolat noir avec Porto Ruby, donc la catégorie des Porto jeunes et fruités, plutôt qu'ici, on est sur les... Ouais. J'irais avec ici, sur le Tawny, j'irais avec un chocolat noir, mais aux noisettes grillées ou aux amandes grillées, quelque chose comme ça pour aller chercher le grillé, pour pas trop s'ennuyer. Parce qu'il y a aussi un peu comme le Porto chocolat vin blanc, ou des fois certains fromages avec le vin rouge, ben le chocolat des tanins. Fait qu'il faut pas non plus que les tanins du chocolat prennent le dessus. Fait que les tanins du jeune Porto Ruby sont assez forts pour supporter les tanins du chocolat. Tout à fait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dégusté de Porto, puis je pense que la semaine dernière, un Graham Tawny classique 10 ans. Vraiment dans un style plus sec, délicieux, avec des fromages. Je pense qu'on a presque fini la bouteille à 2 tellement c'était bon, là. Quand c'est bon, du Porto, c'est bon. Puis j'ai tellement d'amis qui m'ont dit « J'aime pas ça le Porto, puis j'attends, je vais te faire goûter à quelque chose », puis ils sont rendus accros. Exact. Super, donc on va prendre les questions. J'ai vu une question intéressante tantôt. Isabelle, elle nous demande si c'est possible d'écrire le nom des vins. Absolument, sont écrits dans l'invitation, mais je vais les réécrire par la suite en dessous dans les commentaires. Dominique Thibault, est-ce qu'il y a de l'IP pour les vins de Newport au Québec? Ben, pour les vins de Newport, c'est Ali Vin. Vous pouvez les contacter, là. C'est pas toujours évident, là. Je veux pas non plus commencer à pointer du doigt, dire que les gens travaillent mieux que d'autres. Mais bon, si vous voulez du vin de Newport, c'est Alivin. Petit conseil, appelez-les. Le courriel, des fois, c'est une petite maison, donc ils sont un peu débordés parfois. Donc, prenez le temps de les appeler. Si vous en voulez vraiment, c'est comme ça que moi j'ai fait au Québec. Il faut les appeler, il faut cogner à la porte souvent parce que ils répondent pas toujours au téléphone ou au courriel. Mais si on est un peu persistant, si on en veut, puis vous dites, hey, j'ai entendu Frédéric parler de Newport avec Alivin, là, j'en veux. Peut-être que ça va aider. Ah, génial. Puis,
Guénaël demandait, envisage-tu d'être propriétaire de parcelles dans le Douro? À court terme, non. Je ferme pas la porte. J'ai vu une maison, parce qu'un jour, quand j'aurai mes papiers tout en règle, ben, j'aimerais ça m'installer quelque part. Puis il y a des maisons, des fois, qui vont venir avec un demi-hectare ou un tiers d'hectare de raisins. Puis ben, Quévedo m'a déjà dit, Fred, t'apportes tes raisins, puis tu peux vinifier. Puis là, je donnerai pas le nom parce que la personne veut rester secrète, mais il y a une personne qui m'a acheté du blablabla puis qui m'a dit, Fred, c'est une Québécoise. Ben, c'est un couple de Québécois qui m'ont dit c'est tellement trippant de voir que tu rêves puis que tu es allé jusqu'au bout de tes rêves que si jamais tu as envie de faire des projets puis tu as un peu de problème de liquidité, ben tu nous le dis puis on va te financer un projet. Fait que peut-être que ça peut être là, d'ici 1 ou 2 ans, si j'arrive avec un cadre, un plan, d'acheter des vignes, une propriété, ben ces gens-là pourraient financer un projet. Ça, c'est une possibilité. Ben, justement, ces gens-là vont financer un projet de vin blanc parce que la ligne, je le fais pas seul. J'ai une partenaire, Tina. On est dans le projet ensemble. Puis on avait toujours envie de faire un vin blanc, mais on ne veut pas investir plus que d'argent qu'on a. Donc ces gens-là vont nous donner l'opportunité d'acheter des raisins puis de vinifier un vin blanc à partir de cette année. Super, mais on va te le souhaiter. Écoute, d'avoir une. Merci. Ensuite, je vais juste. Guinaël dit que tu as raison. Ce qui concerne le Porto au Québec, on l'a tué en voulant l'associer à tout et n'importe quoi, notamment à table. On va devoir travailler à lui redonner ses lettres de noblesse. Ouais. Ouais, j'ai travaillé un peu. Hein. J'ai fait une tournée des restaurants, justement, on l'a pas mentionné, mais en 2013, j'ai fait un vin avec Louisa de la maison Vieira de Sousa. J'ai pris ses Porto, puis j'allais faire une tournée là, des bons restaurants. Là. On a fait Racine, Le Serpent, Club Chasse et Pêche. Puis à chaque fois que je cognais aux portes, les gens disaient Ah, du Porto. Puis je dis Tu me connais, je viendrai pas te faire déguster quelque chose qui est pas bon. Il dit c'est beau parce que c'est toi, je vais prendre 30 secondes. Puis là, il me dit c'est différent, j'aime ça. Donc tu sais, Taylor's, Graham's, on est tous habitués de déguster leurs produits, puis on en a dégusté souvent. Puis le Québec, c'est un peu comme ça, on aime changer des fois, de déguster des nouvelles choses. Puis il y a tellement de nouveaux, là, il y a au-dessus de 300 producteurs de Porto dans le Douro. Depuis que le Portugal a joint l'Union européenne, ils ont cassé la loi que tu devais avoir des entrepôts à Villanova de Gaia, ce qui a donné l'opportunité à un petit producteur de la région du Douro d'exporter puis d'embouteiller ses vins au domaine, comme ça s'est fait partout dans le monde. Donc à partir de là, les gens ont dit je vends plus mes raisins ou j'en vends juste une partie. Tous les vins que mes parents, mes grands-parents gardaient une petite réserve de la famille, maintenant je peux les embouteiller, je peux montrer notre style. Donc il y a une panoplie de nouveaux Portos que les gens ne connaissent pas au Québec, mais qui sont là. Puis malheureusement, à cause du passé puis des systèmes en place, les agents ont un peu peur de travailler avec ces produits-là. C'est difficile, mais il faut que quelqu'un fasse le travail. On a tué le marché, puis avec les compressions budgétaires au Portugal, il n'y avait plus d'ambassadeurs de l'Institut de vin de Porto qui venait faire son travail. On a perdu le Salon des vins de Porto. Donc, tu sais, comme je dis, c'est pas la responsabilité d'une seule personne ou d'une mauvaise personne. Il y a eu plusieurs choses qui sont toutes arrivées en même temps qui a fait que le marché a été abandonné d'une certaine façon. Oui. En tout cas, tu me donnes envie de redécouvrir le Porto, c'est sûr. Il y a beaucoup je peux vous dire qu'à chaque fois que les Québécois viennent au Portugal, ils reviennent puis ils sont frustrés parce que on a découvert du bon Porto puis on veut du bon Porto au Québec puis il y en a pas ou il y en a trop peu. Faut faire quelque chose. Tranquillement, peut-être ça va rebâtir. Super. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sinon, moi, j'avais d'autres questions. À part les portos plus haut de gamme, justement, les Colheita, et tout ça, est-ce qu'il y a des types d'appellations ou de sous-régions au Portugal que tu trouves qui gagnent à découvrir qu'on aurait ici au Québec? Ou des producteurs en particulier? De n'importe où au Portugal? Oui. Ou de plus précis. Il y a des choses intéressantes là, qui sont quand même représentées au Québec, mais encore là, je ne sais pas c'est quoi les quantités qui les a. Il y a un petit producteur que j'aime bien, ça s'appelle Vincentino. On connaît tous l'Alentejo pour des vins riches, mûrs. L'Alentejo, c'est vaste, ça va d'un océan aux montagnes. Donc, un petit producteur qui a un microclimat sur le bord de la mer en Alentejo, qui s'appelle Vincentino. Puis justement, il fait du super beau sauvignon blanc, il fait un rosé salin. Il y a un genre de nuage de brouillard qui se forme, qui fait baisser la température parce que ça bloque les rayons du soleil. Donc, au lieu de faire 35 chez lui, il fait 28.
Donc, ces vignes sont toujours à l'abri. Il y a comme un parasol pour pas que ces vignes brûlent. Puis, il peut faire justement des vins minéraux, salins, frais, alors qu'il est dans un climat très chaud. L'Alentejo, c'est au sud de Lisbonne. Donc, ça, c'est intéressant. Toute la région là, autour de Lisbonne, ce qu'on appelle, maintenant, ils ont renommé ça la région de Lisbonne, mais qui est en fait un peu l'extension de Colarèche. Colarèche, c'est des dunes sablonneuses qui n'ont jamais été affectées par le phylloxéra parce qu'il y a du sable. Puis, il y a environ 3 hectares de vignes qui restent. Mais autour, il y a des gens qui ont commencé à replanter puis à faire des vins, ce qu'on appelle des vins avec influence atlantique. Donc, ça, il y a un petit producteur qui est disponible, c'est Boire que ça. Là, j'ai des blancs de mémoire, il commence à faire tard, puis je suis vieux, là, mais non, ça va me revenir. Val de Capucha. Val de Capucha. Okay. Il fait des rouges. Les rouges sont bons, mais les blancs sont super intéressants. Donc, encore là, il fait il fait des vins oranges, il fait des vins nature, il fait des vins avec fermentation pelliculaire sans que ça soit dans l'orange, mais ça part rapidement. Là. C'est ça, si vous en voulez, c'est super bon. Boire quelques beaux produits, là, il y a, puis certains vont... Ce soir, là, à minuit, il y a la petite coccinelle Serradinha 2017 qui va arriver. C'est 26 $. Ça vient un petit peu au nord, justement, de Lisbonne, près de la région de Bitos, si je ne me souviens pas, ou c'est dans le Bairrada. C'est raisin qu'il y a ça. C'est super beau. C'est une petite coccinelle sur l'étiquette. C'est bio, c'est nature, je pense. Puis il y a un beau fruit. C'est un peu sauvage aussi. À mon avis, les deux régions en ce moment qui peuvent avoir un super potentiel en termes de vin frais, équilibré, fruité, c'est le Bairrada puis le Taon. Bairrada parce que c'est proche de l'océan, qui a un beau terroir de calcaire avec de l'argile puis du caillou. Tu peux te promener là sur une parcelle d'1 hectare, tu marches, tu as l'impression d'être à Bordeaux, Châteauneuf-du-Pape ou Chablis. Là. C'est vraiment un méli-mélo dans ce terroir-là. C'est des petites collines, il y a l'influence de l'Atlantique, il fait jamais trop chaud. Le meilleur cépage en rouge, c'est le Baga, qui est un genre de Pinot Nebbiolo. Donc, c'est frais, c'est fruité, puis en même temps, c'est un peu carré rustique comme le Nebbiolo. On peut faire aussi des super vins blancs. Les meilleures bulles viennent du Bairrada. Alors que le Daon, ben, c'est le sauvage. Hein. C'est le centre du Portugal. C'est la plus grosse montagne qui s'appelle Serra da Estrela. C'est là où est-ce qu'il y a la seule station de ski au Portugal. Mais c'est du granit avec des plateaux de sable granitique. Super frais. Les vins peuvent être tendus, incisifs, puis ils vieillissent super bien. Là. J'ai dégusté des vins des années 60 de cette région-là. Puis c'est fou comment tu te dis, à l'époque, sous une dictature où est-ce que 80% du raisin au Portugal à l'extérieur du Douro s'en allait à des coops, comment les vins faits de garage presque, là, de grand-père, tiennent encore la route. Fait qu'aujourd'hui, quand tu dis que les gens recommencent à savoir travailler, puis à reprendre le contrôle des vignes, puis faire les gens comme Carlos Raposo, puis il y en a un dans le Daon qui s'appelle Antonio Madeira. Ça vaut vraiment la peine aussi de fouiller pour ça. C'est un Français qui a quitté sa grosse job dans une grande tour à Paris pour reprendre les vignes de ses parents, ou ses grands-parents, parce qu'il dit, ça me valorise. À la fin de ma journée, je suis content d'avoir travaillé. C'est ce genre de projet-là, à mon avis, qu'il faut surveiller. Arrêter de regarder les vins qui sont dans un moule ou les vins qui ont les critiques. Si les gens font des vins qu'ils aiment, ça va leur faire plaisir de les partager, ça va leur faire plaisir de les vendre plutôt que juste vendre par la critique. Super, merci. On a Pité qui nous demande que penses-tu des plus grands vins rouges secs du Portugal, Casa, Ferina, Quinta do Val, etc.? Ben, Casa de Ferreirinha a commencé à mettre le Portugal en termes de vin sec ou à remettre le Portugal en termes de vin sec sur la map avec le Barcavellia. Donc, c'était monsieur... là, je commence à avoir des petits blancs de mémoire. Je ne sais pas si c'est l'alcool ou l'âge, mais non. Non, Nicolas de Almeida, Fernando Nicolas de Almeida, qui est parti à Bordeaux, en Rioja. Il a fait le tour des grands vignobles de l'Europe pour se dire, au Portugal, il faut trouver une façon de faire du grand vin. Si tout le monde le fait, on est capable de le faire. Donc, après une dizaine d'années, de faire des voyages, puis au début des années 50, dans le Douro supérieur, là, avec les vignes de Quinta de Leda, Quinta de Valmial. Il a fait des assemblages de raisins plus mûrs, raisins moins mûrs, pour justement aller chercher cette fraîcheur, cette acidité-là. Donc, c'est lui qui a vraiment mis
le vin sec avec Casa de Ferreirinha sur la map. Malheureusement, aujourd'hui, les vins, je pense pas qu'ils sont faits avec le même esprit qu'à l'époque. Ce sont des vins qui sont impeccables, mais des fois, des vins qui n'ont pas de défaut, ça devient un peu ennuyeux. Puis c'est un peu ça qui se passe. On avait, ben, Barcavalier aujourd'hui, c'est une légende comme Château Lafite ou Château Latour. On vend ça à des intérêts chinois, brésiliens, à des gros prix de fou, là, 400, 500 € la bouteille. Donc c'est un vin de prestige avant un vin de passion. Ben, tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui veut m'acheter mon vin de 500 €, je vais le prendre. J'ai plus l'intérêt pour ces vins-là. Ensuite, Quinta de Noval, encore là, c'est impeccable, c'est bien fait. Ils font des choses intéressantes. Ils ont un cabernet franc que j'aime bien, des expériences, mais ça reste dans un style. Puis eux autres aussi commencent à changer, comme beaucoup de vins, là. C'est-à-dire, à l'époque, beaucoup de bois, beaucoup d'extraction, beaucoup de maturité. Aujourd'hui, on revient tranquillement vers quelque chose qui est un peu plus fin, plus frais, moins alcooleux. À ce moment, ben, Noval travaille bien. Les Symington, là, la maison Grahams, ils ont une collaboration avec les Prats de Bordeaux. Ils font le Cliché. Puis depuis 2 ou 3 années, le Cliché, il est vraiment sa coche. Là, une belle expression du Douro. C'est frais. On n'est plus dans les vins boisés extraits. Il y a une petite révolution aussi de petits producteurs. Justement, je pense que c'est le grand petit-neveu de Almeida qui fait Muchagata dans le Douro supérieur. T'as Luis Chiabra, que j'ai nommé tantôt, qui fait des grands vins. Quinta de Costa Pignon, que j'aime beaucoup. Le Douro change un peu moins que l'extérieur du Portugal, mais on pourra en parler une autre fois. Mais Vinho Verde à surveiller, là, Anselmo Mendes, on en a à SQ, des super vins secs. La Vinho Verde, il faut arrêter de penser que c'est un vin avec des bulles puis du sucre. Il y a des beaux vins blancs qui sont là-bas. Ça a essayé. Là. Tant qu'à débourser 30 $ pour un vin français, on va vers 20, 25, puis ça vaut la peine. Là. Absolument. Génial. Merci, Fred. C'est ce qui va conclure notre session. Merci pour toutes tes suggestions, puis de nous parler justement de ce qui se passe au Portugal, de toutes les nouveautés chez les producteurs et tout ça. Tu nous donnes définitivement envie de venir te voir au Portugal. Moi, je suis pas venue encore au Portugal. J'ai vraiment très hâte de venir te voir. Je vais mettre toutes les recommandations de Fred dans les commentaires. Merci à tout le monde de vous être joints à nous. Puis Fred, je t'embrasse, puis je vais te laisser aller dormir. Je suis pas couché, mais ouais. Ben, merci à tout le monde d'être venu, hein, la famille, les amis, les passionnés, les curieux. Puis peut-être une autre fois, avec Ganaël, on va jaser. Là. Je sais que Ganaël va lancer un guide sur les vins secs du Douro ou du Portugal. Donc, on n'en a pas fini d'entendre parler du Portugal au Québec. Puis, Quevedo, si vous voulez venir me visiter. On se fera un autre échange peut-être sur le Vinho Verde ou une autre région, puis on pourra peut-être inviter Ganaël à se joindre à nous. Donc, merci encore, puis bonne soirée, puis à bientôt. Je t'embrasse. Salutations. Ciao.